Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été financée par le plan Éco-Antibio et auquel ont collaboré le Chêne Vert et l'INRAE. Alors, le syndrome de dysgalaxie postpartum, que je vais abréger SDPP dans la suite de mon présentation, il est bien connu, il est caractérisé par des symptômes variés qui incluent la fièvre, la perte d'appétit, des écoulements vulvaires anormaux, des problèmes mammaires qui peuvent déboucher sur la baisse ou l'arrêt de la production de lait et qui ont des conséquences sur la croissance, voire la survie des porcelets. Les causes du SDPP sont multifactorielles et décrites depuis longtemps, par exemple par Martineau et ses collègues en 92, à côté de phénomènes inflammatoires et de troubles métaboliques, on a des facteurs d'élevage en lien avec l'hygiène, le sanitaire, l'alimentation, la conduite, le logement qui ont été décrits. Donc la prévention de ce type de syndrome aux causes multifactorielles n'est pas facile. Elle repose principalement sur la maîtrise des facteurs de risque. Alors il y a eu des synthèses, de nombreuses synthèses, dont des synthèses récentes sur ces facteurs de risque en 2025, 2024, 2019. Ces facteurs de risque sont issus d'essais qui, pour beaucoup d'entre eux, commencent à être anciens, et aussi d'études épidémiologiques qui sont encore plus anciennes, 2010, 2015, et qui sont basées sur des définitions du syndrome variées. Et donc, les conclusions ne sont pas forcément extrapolables à nos conditions actuelles. Alors, aujourd'hui, le SDPP, en effet, reste toujours d'actualité. C'est toujours le premier motif de traitement antibiotique des truies en maternité. On estime que 12% des truies au niveau de l'Europe seraient traitées pour ce motif. Et selon les élevages, la proportion peut varier entre 20 et 30%, voire plus. Donc, dans un contexte actuel où on cherche à diminuer l'usage des antibiotiques, il est important de s'intéresser encore aujourd'hui à ce sujet, et en particulier de bien diagnostiquer les truies malades, de savoir identifier et hiérarchiser les pratiques d'élevage à risque, afin à la fois de limiter l'incidence du SDPP et le recours au traitement curatif. D'où le projet Fébrile financé par Éco-Antibio, sur lequel nous avons travaillé, dont les deux objectifs principaux étaient réévaluer la prévalence du SDPP et les manifestations actuelles dans nos élevages et de caractériser les pratiques des élevages concernés. Alors, cette étude repose principalement sur une enquête qui a été réalisée auprès d'élevages sujets ou non au SDPP. Ils ont été recrutés au sein des clients du cabinet Chêne Vert et dans le réseau IFIP. Un questionnaire téléphonique a été élaboré. Il durait 30 à 45 minutes et comprenait 200 questions qui avaient trait aux signes cliniques observés, nature, fréquence, aux outils de suivi de la fièvre et à la prise en charge des truies malades. Et enfin, nous avons recueilli des informations sur les conduites de la maternité. Les données collectées, voilà. Pour analyser les données collectées, nous nous sommes concentrés sur le SDPP sévère, c'est-à-dire la présence de truies qui présentaient au moins 2 signes cliniques, parmi la fièvre, l'appétit, les écoulements, les problèmes mammaires ou les porcelets affamés. Cette définition du SDPP sévère correspond à un consensus dans la littérature scientifique maintenant. Donc, les données ont été regroupées de manière à constituer 3 groupes d'élevage selon la fréquence de SDPP sévère que les éleveurs avaient déclaré à l'occasion du questionnaire. Donc, dans le groupe SDPP-, les éleveurs ne déclaraient jamais de SDPP. Dans les SDPP+, parfois, et les éleveurs du groupe SDPP++ observaient du SDPP sur leurs truies à chaque bande.
Nous avons également, à partir des nombres de truies malades déclarés par les éleveurs et du nombre de bandes, estimé des prévalences annuelles du SDPP sévère dans chaque élevage et pour les différents signes cliniques. Les trois groupes ont été comparés, alors dans un premier temps en réalisant une analyse univariée, en réalisant des tests de Ki2 ou de Kruskal-Wallis selon la nature des variables qualitatives ou quantitatives. Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons réalisé des analyses univariées. Alors d'abord une analyse univariée sur un critère binaire. Nous avons regroupé les élevages SDPP plus et plus ensemble dans une catégorie SDPP oui, et que nous avons comparé dans le modèle à l'analyse au groupe SDPP moins sans manifestation de SDPP. Nous avons sélectionné les variables potentiellement explicatives dans ce modèle à partir des résultats de l'analyse précédente univariée, en utilisant un seuil de Ki2 inférieur à 20, à 0,20, en utilisant aussi une régression logistique de type lasso et en forçant certaines variables dans le modèle au vu des conclusions les plus fréquentes de la bibliographie. Les réponses ont été regroupées, certaines variables converties en facteurs et binarisées, et les variables qui avaient trop peu de réponses, qui avaient beaucoup de données manquantes, ont été exclues de l'analyse multivariée. Nous avons utilisé un modèle de type forêt aléatoire, comme certains l'ont déjà utilisé sur le porc ou dans d'autres espèces, dans le cadre d'études épidémiologiques. Le modèle a été entraîné et évalué sur l'échantillon original et nous avons interprété les résultats en analysant l'importance des contributions CHAP et les effets ALE qui prennent en compte les corrélations et les interactions éventuelles entre les variables. Nous avons fait la même démarche d'analyse multivariée en utilisant cette fois la variable quantitative taux annuel de truie à SDPP sévère. Aujourd'hui, je vous présenterai surtout les résultats issus de l'analyse multivariée binaire. Alors, quelles étaient les caractéristiques des élevages recrutés? Nous avons pu recruter 55 élevages qui étaient présents dans 5 régions, Bretagne, Pays de Loire, Normandie, Aquitaine, voilà. Leur taille moyenne était représentative de ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui. Les types génétiques et pratiques étaient variés. On avait des maternités standards ou liberté, avec ou sans ascenseur, des modes d'alimentation à l'entrée en maternité, des pratiques d'élevage assez diversifiées. Les performances globales de l'échantillon en 2023, et 16,8 nétoto et 13 sevrés, étaient représentatives de la moyenne nationale sur la même période. Les signes cliniques observés à chaque bande. Alors, on voit que les principales signes cliniques déclarés par les éleveurs, c'était la fièvre, 73%, associés aux problèmes d'appétit, 64%, et les porcelets affamés, décrochés, étaient aussi extrêmement déclarés par les éleveurs. Les écoulements pathologiques, les écoulements vulvaires anormaux ou les problèmes mammaires étaient moins déclarés par les éleveurs, 38 à 37% d'entre eux. Le SDPP sévère, donc la fréquence à laquelle les éleveurs déclaraient des truies avec au moins 2 signes cliniques à chaque bande, donc 40, dans l'échantillon global, 46% des éleveurs ont déclaré avoir du SDPP sévère, 33% du SDPP parfois et 21% n'avaient pas de SDPP sévère déclaré. Donc on a un échantillon qui est un petit peu biaisé avec peu de cas témoins, 21%. Le taux moyen de truie concerné par le SDPP sévère varie selon les élevages et il varie selon les signes cliniques. Le SDPP sévère variait selon les élevages entre 0 et 20% des truies, mais ce pourcentage de truies à SDPP sévère discrimine bien les 3 groupes. Bien sûr, il n'y en a pas dans le SDPP-, et 8% en moyenne dans le SDPP++. Donc c'est un facteur qui discrimine bien les groupes. Le pourcentage de truies fiévreuses estimé dans les élevages discrimine également bien les 3 groupes, avec 13% dans le groupe SDPP++ et 7% dans le groupe SDPP+. Ce taux n'est pas nul dans le groupe SDPP- quand on considère ce signe clinique de façon isolée.
Les pertes d'appétit discriminent également de la même manière les 3 groupes, avec un taux de 11% environ dans le groupe le plus sévèrement atteint. Et ces critères sont associés au SDPP sévère. Il y a une corrélation avec le taux de TRUI SDPP sévère. Les taux d'écoulement vulvaires anormaux sont faibles et assez variables selon les 3 groupes. Les problèmes mammaires également sont faibles et varient selon les 3 groupes. Ils discriminent mal les 3 groupes et sont peu associés au SDPP sévère. Le taux de porcelet décroché a un statut particulier. Les taux sont élevés et ne discriminent pas forcément bien les 3 groupes et surtout ne sont pas corrélés au taux de SDPP sévère. Donc là, on voit que le comportement des porcelets allaités, aujourd'hui, certainement dans le contexte de troupeaux très prolifiques, il est peu associé au SDPP, mais plutôt associé à la compétition à la mamelle et aux prolificités élevées. En tout cas, il est difficile à relier seul au SDPP sévère. Les éleveurs ont été interrogés sur les caractéristiques de leur SDPP sévère. Donc seuls ceux qui étaient affectés ont répondu. Donc le caractère saisonnier n'est pas forcément évident. Les éleveurs à SDPP le plus sévère évoquent plus souvent un phénomène qui se répète d'un cycle à l'autre sur les mêmes truies. Mais en général, les truies atteintes ne semblent pas, d'après les éleveurs, avoir de profil particulier. Voilà, pour 52% des SDPP+. Les SDPP occasionnels semblent plutôt déclarés pour les grandes portées, voire les jeunes truies un peu plus que les autres. Globalement, l'apparition du SDPP est déclarée par les éleveurs le lendemain ou le surlendemain de la mise bas, le plus souvent, pour 48 et 32%. Mais on voit ici que dans 8% des cas, on a des problèmes qui apparaissent dès le jour de la mise bas et pour certains qui apparaissent une dizaine de jours après la mise bas. La détection et la prise en charge des truies fiévreuses est différente dans les 3 groupes. Le contrôle des températures rectales est plus fréquent chez les éleveurs qui ont déclaré du SDPP que ceux qui n'en déclarent pas, qui sont seulement la moitié à contrôler les températures. Et le recours aux anti-inflammatoires seuls ou en association avec les antibiotiques est, sans surprise, beaucoup plus fréquent chez les éleveurs qui ont déclaré du SDPP que chez les autres. Les pratiques des 3 groupes. Alors, les 3 groupes sont discriminés par 10% des 115 variables qui ont été testées au seuil 5%, par 17% au seuil 10% et par 30% des variables au seuil 20%. Les variables santé et alimentation sont les plus nombreuses à contribuer à discriminer les groupes. Dans le groupe SDPP, plus ou plus, on observe en général plus de boiteries, de morsures de vulve, de prolapsus. Les anémies sont également plus souvent déclarées, même si les taux sont faibles. Le déclenchement de la mise bas, la présence en maternité, les fouilles et les traitements en fin de mise bas ne sont pas déclarés de la même manière dans ces groupes-là et dans le groupe SDPP négatif. On va le voir tout à l'heure dans l'analyse multivariée. La soupe en maternité est également, et les fibres au niveau alimentaire ont également des déclarations différentes dans ce groupe-là. Les risques de compétition alimentaire et de mauvais ajustement de l'État interviennent et discriminent les groupes. Les défauts d'hygiène également. Par contre, on a dans cette étude univariée l'hygiène en maternité, la constipation, les défauts d'abreuvement et le confort du logement qui ne semblent pas discriminer fortement les groupes. Sylviane, je vous coupe, il faudrait conclure assez rapidement. Oui, parce on va y arriver. Donc, l'analyse multivariée, je vais faire très très vite. Dans ce graphique, vous avez un résultat de l'analyse multivariée. Pour les 20 variables les plus contributives sur 28, chaque point représente un élevage et sa valeur chape. Lorsqu'une couleur jaune indique une contribution forte au modèle, et si la couleur jaune est à droite de l'axe central, elle indique une association avec l'occurrence possible de SDPP. Au contraire, si les points jaunes sont à gauche, il indique plutôt un aspect protecteur.
Donc, et lorsque un positionnement central va indiquer une contribution peu élevée, un poids peu important. Donc on voit sur ce graphique rapidement, je ne vais pas tout détailler, mais que par exemple la compétition pour l'aliment en gestation est associée à un risque plus élevé. Le changement de type, de forme d'aliment avant la mise bas également. Et on voit dans la partie gauche que le traitement des truies en fin de mise bas, que le nettoyage des gestantes ou le traitement où la présence de fibres dans l'aliment va être associée à une protection, enfin pourrait être associée à une protection. La même étude basée sur le taux de truies atteintes de SDPP fait apparaître 3 nouvelles variables qu'on n'avait pas vues là, la constipation, le stress thermique estival en maternité ou les mises bas difficiles. Les pratiques préventives déclarées portent par les éleveurs pour essayer de résoudre le problème portent surtout majoritairement sur la santé, l'hygiène et l'alimentation, l'état corporel, comme vous le voyez sur le graphique de gauche. Mais ces interventions déclarées, certaines interventions déclarées spécifiques ont été déclarées aussi bien par les SDPP, oui ou non, et leur nature est variable. On peut citer par exemple moins de fouilles, des injections de cytocine ou l'utilisation de traitements urogénitaux. Conclusion, la fréquence du SDPP est très variable encore aujourd'hui selon les troupeaux et surtout selon les signes cliniques. Donc, dans le futur, il serait intéressant pour étudier cette question d'affiner les critères de définition pour un meilleur diagnostic en élevage, s'intéresser en particulier à la modalité de détection de la fièvre et la prise en compte de tous les autres signes potentiellement associés au SDPP. L'analyse des pratiques d'élevage confirme l'origine multifactorielle du SDPP, et en particulier l'importance de la santé, de l'hygiène et de l'alimentation. Certains facteurs de risque ont évolué, on ne les retrouve pas dans l'étude clairement, l'abreuvement, la constipation, peut-être que la pratique des éleveurs s'est beaucoup améliorée sur ces points-là. Le lien de causalité entre le SDPP et la conduite d'élevage est difficile à établir à cause des limites liées dans cette étude à la taille de l'échantillon, au déséquilibre entre les groupes cas et témoins et au caractère déclaratif des données. Donc ces pistes de prévention seraient à valider sur un échantillon plus large avec des cas témoins bien décrits et en prenant en compte la sévérité et les profils des truies affectées. Et dernier point important, aujourd'hui les truies et les conduites ont évolué, donc il est important de remettre à jour une liste de bonnes pratiques pour une meilleure prévention du SDPP. Et probablement aussi, il serait utile de poursuivre ce travail en incluant des maternités en liberté où la surveillance du SDPP peut être beaucoup plus difficile. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et remercier surtout les éleveurs et vétérinaires qui ont participé au projet.